Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du discours de Jérôme Powell, comme c'est l'habitude sur la chaîne. Alors concrètement, on a eu une hausse aujourd'hui de la Fed de ses taux de 25 points de base, comme c'était un petit peu prévu par 99% du marché, donc aucune surprise de ce côté-là. Et on a eu un discours où Powell botte d'une certaine manière un petit peu en touche, c'est-à-dire qu'il nous dit on sera data dependent sur les prochains meetings. On va quand même ici aller faire un tour sur la partie technique, même si j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui. Alors la partie technique, la chose qui est inquiétante, c'est la perte de cette daily qui est ici avec une ouverture-clôture d'une bougie entière en deçà. Pour le moment, on se récupère un petit peu à la hausse, mais on n'a aucune certitude ici que le prix va venir réellement pour le moment retester tout simplement le support daily avant de prendre éventuellement la liquidité qui se trouve en dessous. Donc on a un marché qui est relativement optimiste, on a aussi de la liquidité qui se trouve au-dessus, ici, à peu près en milieu du range précédent, c'est-à-dire le range étant celui-ci. Mais à ce stade, pour le moment, on n'a pas vraiment de structure qui nous dit que ça va nécessairement être le cas. Cela dit, eh bien la journée a été plutôt haussière d'une certaine manière. On a plus ou moins touché la target que je vous avais donnée cet après-midi, c'est-à-dire 29,5. Ce qu'on peut éventuellement voir, c'est que eh bien pour le moment, le marché n'est pas surshorté. Vous voyez qu'on est venu vraiment tout pile toucher les 29,500. Si jamais on arrivait là tout de suite à récupérer les 29,500, ça serait une très bonne chose, à vraiment s'installer au-dessus de ce niveau. Personnellement, je dis attention quand même dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce qu'on a cette espèce d'élargissement ici qui est en train de se créer. Il est possible qu'on revienne refaire une touchette ici, plutôt dans la zone des 29,6. Personnellement, ça serait quelque chose qui me choquerait pas, voilà. Pour le moment, 29,5, moi, c'était ma target initiale, mais il est tout à fait possible qu'on aille un petit peu plus haut ici. Ça dépendra du sentiment du moment. Est-ce que le marché est shorté ou pas ? Après, j'ai peur qu'on repasse un petit peu trop boule et que derrière, on vienne liquider les longues et venir tout simplement terminer un petit peu ce gros biseau là qu'on est en train de faire à nouveau, encore un nouveau biseau, et potentiellement voilà refaire une touchette en bas pour ensuite éventuellement l'éclater par le haut et venir prendre les liquidités shorteuses qui sont ici. Cela dit, le discours de Jérôme Powell. Donc là, on a fini la partie technique. De toute façon, j'avais beaucoup développé aujourd'hui la partie technique, donc c'est pas vraiment la peine d'en refaire une non plus trop longue. C'est un petit peu une redite que je vous fais là. Alors, discours de Powell, ou en tout cas au moins le communiqué de presse, eh bien vous le voyez, le système bancaire est plutôt résilient. Nous avons des conditions de crédit qui se resserrent, et en gros, la Fed a toujours cette mission d'avoir plus ou moins un plein emploi et en même temps une inflation à 2%. Donc ce sont les deux missions de la Fed, c'est un petit peu son mandat. Pour l'instant, nous voyons que le marché de l'emploi est toujours extrêmement tendu, et donc nous augmentons nos taux une nouvelle fois de 0,25. Pour moi, cette hausse n'était pas nécessaire, mais le marché donnait un petit peu son feu vert à Powell pour la faire, et effectivement, on a quand même ici, quand on regarde un petit peu les trends d'inflation d'une manière générale, ici, eh bien on a quand même un problème, et le problème étant que tout simplement le core CPI diminue, certes. Donc le core CPI, vous enlevez tout ce qui est bouffe et pétrole en fait de la target. Donc là en ce moment on est à 3% sur le headline CPI, c'est-à-dire le CPI global, celui qui inclut le pétrole et la bouffe. Mais le problème, c'est que on a un pétrole et une bouffe qui sont négatifs, donc ce sont eux qui aident tout simplement l'inflation à descendre en ce moment. Vous le voyez ici avec cette très très belle trend et cette négativité de ce que j'appellerais l'inflation de l'offre, celle sur laquelle la Fed ne peut pas agir. La Fed peut agir sur l'inflation de la demande, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de demandes par exemple pour de l'immobilier, étant donné qu'en plus aux États-Unis on va dire que les taux sont extrêmement variables, c'est-à-dire que c'est pas comme en France où nous on a des taux qui sont fixes pour 25 ans. Aux États-Unis, les taux varient en fonction de ce qu'il se passe. En général, vous avez des taux qui sont variables, parfois capés, mais en général variables. Et donc du coup, vous avez ici un problème, c'est-à-dire que sous-entendu, si vous aviez pris un crédit sur 30 ans, que vous l'aviez eu eh bien dernièrement pendant le Covid, vous aviez eu des très bons taux, et de l'ordre aux États-Unis, ça devait être de l'ordre de 2-3%, et là vous êtes en train de payer 6
6, 7%. Donc si vous avez pris bien évidemment un petit peu trop une maison un peu trop cool par exemple, vous vous retrouvez à payer un crédit qui est vraiment énorme et qui est plus important que ce que vous pouvez gagner. Mais c'est ça aussi qui ralentit l'économie, c'est ça qui permet quand on augmente les taux, tout simplement de ralentir le marché de l'immobilier dans un premier temps, puisque lui il est extrêmement dépendant du crédit, donc des taux, et du coup c'est ça également qui d'une certaine manière fait que les politiques monétaires aux États-Unis sont aussi performantes, on va dire. On a ici cette très belle trend. Je ferai une vidéo vraiment dédiée en fin de mois sur le CPI du mois de juillet, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation du mois de juillet, que je vois moi personnellement reprendre un peu d'inflation, et ce en raison justement du fait que le marché ici au niveau de ce qu'on appellerait l'inflation de l'offre est peut-être en train de se remettre un petit peu. La Chine qui se réouvre, ce qui crée une demande pour le pétrole, les accords céréaliers qui sont remis en cause en Russie et qui du coup bien évidemment risquent de faire augmenter les prix de la bouffe, puisque beaucoup de ce qu'on mange est désormais à base de blé, en bon gluténien que nous sommes. Et donc du coup voilà un peu cette idée. On a en ce moment effectivement une inflation, un core CPI qui passait de 6,6 à 4,8, mais vous comprenez que ici la Fed se doit tout simplement de diminuer la barre verte qui est ici, celle-là, puisque celle-là, elle ne peut pas agir dessus. Et concrètement, aller à 5,5, globalement, on est en ce moment à 5,25, voire 5,5, c'est rentrer dans un territoire extrêmement restrictif. Voilà pour un petit peu l'idée globale. Donc on a cette conférence de Jérôme Powell qui s'introduit, qui nous dit, écoutez, nous on a, donc comme je vous le disais, un but, c'est inflation à 2% et marché du travail au maximum. On a beaucoup augmenté les taux, mais aujourd'hui on a décidé d'augmenter les taux de 25 points de base. On sent déjà des effets qui sont extrêmement bénéfiques sur tout ce qu'il se passe par rapport à l'inflation, mais on garde une approche qui va être data dépendante, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu ce qu'il se passe. On a vu que la croissance un petit peu se calme. D'ailleurs demain on aura les chiffres sur le GDP, donc la croissance tout simplement aux États-Unis, le PIB américain. On voit que la housing s'est beaucoup calmé, mais par contre on a un problème avec le marché du travail qui lui est super tight. Le risque étant que si vous avez un marché du travail qui est super tight, c'est-à-dire un quasi plein emploi, pour garder ces employés, vous les augmentez, et donc du coup, vous avez une forme de spirale des salaires, c'est-à-dire qu'étant donné que les salaires augmentent, il y a plus de demandes pour les biens et services, on va dire, et du coup, les prix augmentent, donc c'est un effet tout à fait vicieux que peut avoir ce type de conditions. 3,5% de chômage, c'est bien. La hausse des salaires semble se calmer, donc ça c'est vraiment un processus, quelque chose qui nous dit d'intéressant. Il nous dit qu'on est probablement pas dans une spirale des salaires justement. Plus de demandes par contre au niveau plus de demandes de travail que de travailleurs. Un core PCI à 4,8 et un CPI à 3%, mais ça j'en ai déjà parlé. Cependant, on a une inflation qui, quelque part, persiste. Certes, on n'est pas encore arrivé à notre target, et c'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter les taux. On a décidé également de continuer notre quantitative tightening, c'est-à-dire la vente de securities qui appartient tout simplement à la Fed. En période de grosse crise, la Fed se permet d'acheter des securities dont personne ne veut pour pouvoir également, bien évidemment, relancer l'économie sur son propre sol. On a vu beaucoup d'effets, mais il faudra encore du temps, et on va faire tout ça meeting par meeting. Donc, on va effectivement des choses se calmer, mais on n'est pas encore là où on voudrait aller. Ensuite, donc ça c'était le communiqué de Jérôme Powell, on passe aux questions. La première question bien entendu, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de hausse à venir? Et à ce stade, il répète qu'il est data dependent, qu'il n'y a pas de décision, mais que si il y a besoin de monter, eh bien à ce moment-là, ils vont le faire. Ils ont eu un meilleur CPI que prévu en mai et juin, et donc ils vont regarder à ce stade 3 critères, c'est-à-dire une croissance qui se calme, un marché du travail qui se détend et une inflation qui descend, bien entendu. Jusqu'à septembre, et ça il a eu de cesse que de le répéter, et bien jusqu'à septembre il y aura 2 CPI et 2 job reports, c'est-à-dire que là ils ont un peu des grandes vacances, hein, c'est la récré pour la Fed, et donc du coup on saute un meeting si vous préférez, ou en tout cas il est décalé de plusieurs semaines. Il y a le mois d'août et sans meeting. Deuxième question, si la croissance continue, est-ce que c'est un problème et est-ce qu'un soft landing est possible? Et là, Powell nous dit tout simplement, jusque-là, c'est bien que la confiance des consommateurs revienne. On voit des très belles choses de ce côté-là. Mais par contre, soft landing possible, ça, la question a été posée plus précisément, donc j'en parlerai tout à l'heure.
Une autre question qui est posée par un journaliste et qui est très intéressante, il dit si vous êtes data dependent, donc si vous dépendez des data, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une pause? Puisque là, tout simplement, on voit qu'il y a des bons résultats. Donc en l'occurrence, la data devrait pouvoir vous dire que d'une certaine manière, eh bien, on est plutôt pas mal de ce côté-là. Et en fait, d'un autre côté, ce que répond en fait Powell, il dit on doit voir plus de signes que ça. On va tout regarder, on va notamment regarder le CPI de juillet et le focus se fera principalement sur le CPI et sur le marché du travail. En septembre, il le répète, il y aura beaucoup de data en plus. Et ensuite, question suivante, le journaliste lui dit, vous dites que l'inflation fait mal à beaucoup de gens, etc. Mais aujourd'hui, on a une inflation qui est à 3%. Donc pourquoi, à quel point ici, 3%, ça vous semble vraiment un problème? Et ce qu'il répond, il dit que c'est bien que le headline CPI ait effectivement baissé à 3%, c'est une très bonne chose, mais il veut voir un core CPI baisser, c'est-à-dire qu'il veut voir ici qu'on ne soit plus à 4,8. C'est pour ça qu'il veut être au-dessus. Schématiquement, on estime que quand les taux sont au-dessus de l'inflation de la demande, que le corps au-dessus du corps CPI, à ce moment-là, c'est un territoire restrictif et c'est là que l'inflation baisse sensiblement. Et donc on veut le voir et on veut voir ça pendant plusieurs meetings, c'est-à-dire qu'il nous dit nous on veut rester au volant de la bagnole, on veut pas ici se dire qu'on est sur la bonne trend et que c'est gagné, d'où la non-pause qui a été faite sur ce meeting-là. Ensuite, derrière, un journaliste qui lui demande si du coup vous acceptez un coût social à tout ça, c'est-à-dire que vous voulez que le marché du travail se détende, donc combien de hausse du chômage est-ce que vous pensez qu'il soit justifié? Et à partir de là, Powell répond qu'il reste à 3,6% le chômage, malgré une politique contraignante, et ça c'est très bien, c'est très encourageant. Mais donc, en fait, il répond le moins possible, une hausse de chômage justifiée, c'est le moins possible, mais par contre, il y aura un coût social à battre pour battre totalement l'inflation, et c'est vraiment ce qu'il pense, c'est-à-dire qu'il veut voir le marché du travail se calmer. Donc, il faudra vraiment suivre attentivement tous les job reports qui vont suivre derrière, parce que visiblement, c'est son signal à Powell que effectivement on est allé en territoire suffisamment restrictif. Il veut absolument éviter une spirale des salaires. Je vous donnerai mon avis là-dessus tout à l'heure, mais voilà. L'économie va-t-elle rester en désinflation? Excusez-moi, j'ai écrit comme un médecin. Ou alors, est-ce qu'on est vraiment dans une économie inflationniste? Sous-entendu, quel est le caractère de l'économie en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'elle est plutôt déflationniste ou inflationniste? Puisque, comme je vous l'ai dit, on a en ce moment un petit caractère de retour, de hausse des prix de l'énergie et de la bouffe. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il dit, nous, on veut voir une croissance maintenue, c'est-à-dire qu'il ne soit pas totalement délirante, et on veut voir un marché du travail qui se calme. En ce moment, on a un puzzle qui se regroupe, mais on n'y est pas encore. Vous voyez que ces réponses sont extrêmement... c'est pour ça que ça peut vous paraître assez répétitif, mais d'une certaine manière, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les formules qu'utilise Powell ici, et on essaye de chercher un petit peu derrière les mots quelles sont ses intentions d'une certaine manière, et c'est ce que le marché va faire également. 6 septembre, après, par rapport au mois de septembre, 6 septembre sera un live meeting. Live meeting, ça veut dire qu'il sera dépendant des datas et qu'il va être pris sur le moment. Pourquoi? La dernière fois, vous avez parlé d'une réduction, tout simplement, de la hausse des taux. C'est-à-dire que la dernière fois, Powell a effectivement dit, il se peut que désormais, on ne monte que de 0,25, que ça soit uniquement ce qui se fasse, mais également qu'on ne monte qu'un meeting sur deux. À ce moment-là, est-ce qu'il y a du sens à ralentir, et pourquoi, à ce moment-là, vous évoquez une possible hausse en septembre? Il dit qu'il y a du sens à ralentir, mais qu'il est obligé ici d'être data dépendante. Encore une fois, il y aura 2 CPI d'ici le mois de septembre, et il y aura également 2 job reports. Donc du coup, pour eux, la data, si jamais ils voient un retour de l'inflation, à ce moment-là, il se pourrait que, tout simplement, on ne soit pas à la hausse nominale. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je vous rappelle que le marché ici est plutôt en train de dire, c'est la dernière hausse, si vous voulez. On est au taux terminal. Vous le voyez ici, les barres bleues qui disent, on est à 5,25, 5,50. On va y rester probablement jusqu'à janvier 2024, et ensuite on va entamer une rate cut, une descente des taux toute l'année 2024. Pour le moment, c'est ce sur quoi le marché est en train de se pricer.
Ensuite, une question sur le lag des outils et les effets. On sait que la Fed a des outils, les effets qui sont ressentis plus tard. Ce à quoi Powell répond, il y a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là, effectivement. En ce moment, on sait qu'on est en territoire restrictif, encore une fois. On va y rester jusqu'à ce que les effets long terme soient visibles. C'est-à-dire que là, il évoque le fait qu'il va vouloir plusieurs print de CPI de suite rester à 2% tout simplement. Et vous voyez que c'est ce que le marché est en train de pricer avec probablement 1, 2, 3, 4, 5. Admettons qu'on soit à 2%, peut-être octobre ou novembre, hein, si on suit la trend actuelle et s'il n'y a pas un trop gros rebond du pétrole, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, 3 ou 4 mois de suite et ensuite petit à petit on redescend dans les taux. Vous le voyez ici que le marché est en train de pricer qu'on sera quand même toujours à 4% en décembre 2024, donc toujours dans un territoire quand même assez restrictif. Les indicateurs de récession maintenant, il dit oui, les conditions de crédit se resserrent et effectivement, on a des conditions de lending, mais on a aussi des conditions qui sont des conditions de récession. Je vais revenir encore une fois sur l'idée d'un soft landing plus tard, puisque la question lui a été posée directement. Question suivante, pourquoi pour vous l'inflation diminue? Est-ce que vous pensez pas que le fait que les supply chains, donc les chaînes d'approvisionnement qui se détendent avec la fin de la pandémie, etc., et la réouverture de la Chine, toutes ces choses-là ne sont pas plutôt elles qui sont en train de détendre l'inflation plus que vos outils, ou en tout cas il y a cette idée que effectivement l'énergie, toutes ces choses-là, est plus ou moins en train de se détendre. Potentiellement ici on a vu désormais les effets de la guerre en Ukraine commencer un petit peu se calmer d'une certaine manière. On va voir ce que vont nous dire les sanctions de ce côté-là, mais quelque part pour moi on se tire un petit peu une balle dans le pied à se mettre à mal avec la Russie qui est un gros producteur de pétrole, et mais ça c'est pas du tout ce que nous dit bien entendu Powell. Il dit qu'il y a une collusion effectivement entre la pandémie et tout ce qui s'est passé l'année dernière. Beaucoup de l'inflation a finalement été déclenchée par la pandémie, et c'était plus ou moins ce qui nous... Quand la Fed disait que l'inflation était transitoire, c'était ce qui était dit. Elle disait que c'est un problème de supply chain, mais c'était pas un problème de politique monétaire, ou en tout cas de masse monétaire en circulation, et vous avez vu qu'elle s'est complètement plantée, puisqu'on a eu effectivement une inflation qui était d'ordre complètement sous-jacente, qui était complètement rampante. Voilà. Le headline diminue, c'est vrai, le core commence à tomber, donc le core CPI commence à tomber, les supply chains se desserrent et le housing, donc le marché de l'hébergement, se calme beaucoup, donc c'est plutôt une bonne chose. Une question ensuite sur l'inflation des salaires. Sur le marché du travail, on veut que les salaires n'augmentent pas trop, malgré un marché du travail qui est super tight. Donc en ce moment, il voit ça, c'est-à-dire qu'il nous dit, c'est relativement incroyable, mais d'une certaine manière, le marché du travail reste super tight, mais on voit pas les salaires augmenter outre mesure. Donc ça, on obtient ça, on pense, c'est grâce à nos outils effectivement, et on voit ça, et ça vient à un rythme graduel. Il n'y a pas non plus ici donc il dit qu'en valeur nominale, d'une certaine manière, avec aujourd'hui un core CPI à 3%, quelque part les salaires sont en train d'augmenter. Donc ça c'est bien du bullshit, mais c'est du Powell, quoi. Donc du coup ça fait partie aussi du personnage et de ce que nous vendent les États actuellement d'une certaine manière. Une autre personne qui lui dit, mais en ce moment il y a un petit peu des grèves, il y a ce qu'on appelle les unions, donc les syndicats aux États-Unis, qui grognent un petit peu sur le fait que justement les salaires n'aient pas suivi l'inflation, etc. Ce à quoi Powell répond, ça c'est pas vraiment mon boulot. Enfin moi mon boulot c'est tout simplement de calculer un coût social. Le coût social aujourd'hui, on sait que les gens souffrent plus d'une inflation importante que tout simplement de ne pas vivre au rythme de l'inflation. Et on sait que si jamais effectivement tout avait été mis ensemble et qu'on avait augmenté les salaires en même temps que l'inflation, ça n'aurait fait tout simplement que augmenter d'une certaine manière la totalité des prix dans leur ensemble. Quand est-ce qu'on va redescendre les taux, plus ou moins, hein, c'est la question, je vous la fais courte quand même, hein. Et là Powell répond, quand on pensera que c'est approprié. La coupe des taux ne se fera certainement pas cette année, et là c'est une phrase qui a bien fait plomber le marché, hein, puisque le marché suit vraiment en direct. Quand vous regardez les bougies en une minute, il y a quand même, en fonction de ce qu'il dit, des réactions assez fortes, et là en l'occurrence c'est à peu près ce qui est dans les prix, hein, d'une certaine manière, mais quand même il a vraiment annoncé qu'il y aurait
aurait certainement pas cette année de baisse des taux, donc ce qui est quand même plutôt logique quand on regarde qu'on est au fin juillet, le prochain meeting en septembre, etc. Bon, ça m'étonnerait qu'effectivement on ait une baisse des taux avant la fin de l'année, si ce n'est, sauf si on a une énorme récession ou une reprise de la pandémie ou tout d'un coup un chômage à 10%. Là, et bien évidemment qu'on va réimprimer tout de suite. Ensuite, une partie de Wall Street pense qu'un soft landing est possible. Qu'est-ce que vous en pensez d'une certaine manière? Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de rapports qui commencent à dire que on pourrait effectivement faire atterrir l'économie sans avoir nécessairement une récession importante et rétablir une stabilité des prix dans le même contexte. Ça a toujours été mon but, nous dit Powell, et je suis confiant, mais il reste énormément de travail. C'est mon boulot, quelque part, c'est mon mandat. Normalement, théoriquement, je suis capable de le faire, mais il reste beaucoup de boulot. Notre forecast, à nous, est indépendant de celui de Wall Street, et donc on n'utilise pas du tout les mêmes métriques que ces gens-là. Je n'utiliserai pas encore le mot optimiste, il nous dit, mais je dirais que jusque-là, on attend un marché du travail qui se calme. Ça va être ça, un petit peu, le signal. Bien évidemment, après avoir restauré une stabilité des prix à 2%. Nous n'allons pas augmenter tant que l'inflation... Ah oui, alors la question suivante, elle était plutôt sur... pourquoi ne pas continuer les augmentations jusqu'à ce que effectivement l'inflation aille à 2%? Et là, Powell répond que c'est un petit peu complètement con. C'est vrai que c'est complètement con, puisque si jamais ils font ça... et on sait que le dernier pourcent va être difficile à obtenir ici, vous comprenez que vous l'avez vu avec ces histoires de pétrole, etc. L'économie risque de repartir un peu trop tôt, ce qui ferait repartir quelque part les prix du pétrole également. Enfin voilà, on aurait éventuellement pas mal de choses qui se mettraient en place qui seraient pas forcément très bonnes pour l'inflation. On pourrait rentrer dans une période de stagflation et on voit en ce moment qu'il y a des tensions en Iran. Je ferai des vidéos peut-être spécifiques là-dessus, mais on a en ce moment des tensions en Iran. On a en ce moment des sanctions qui veulent être encore ajoutées sur les pays par lesquels transite le pétrole russe pour nous être revendu par la suite, etc. On a pas mal de choses qui peut-être laissent penser qu'on va effectivement avoir une nouvelle explosion du pétrole qui, je vous le donne dans le mille, nous donnerait une période de stagflation type... quand l'OPEP s'était mis d'accord en 73-78, ce genre de choses, avec derrière des années d'austérité type les années 80 où les marchés avaient certes plutôt pas trop mal performé, mais où quand même on avait quand même des grosses difficultés au niveau économique à faire des relances. Un marché du travail qui se calme, donc oui, nous n'allons pas augmenter les taux jusqu'à ce que l'inflation aille à 2%, parce que tout simplement, ça correspondrait à dépasser notre target. On sait très bien qu'on a du lag sur nos outils, ça serait complètement stupide d'augmenter jusqu'à ce que effectivement l'inflation revienne à 2%. On sait que pour le moment, on est en zone restrictive. Dès que l'inflation sera calmée, on aura potentiellement ici l'idée d'arrêter d'augmenter, mais pour l'instant, il nous manque un ou deux petits trucs. Le puzzle est quasiment en place, mais il nous manque un ou deux petits trucs pour vraiment dire que on est bien, Tintin, tout va bien, voilà. Question suivante sur la Silicon Valley Bank, et aujourd'hui il y a eu une acquisition de Pacific West par Bank of California, qui est une banque plus petite, mais Pacific West était en très mauvaise posture, donc Bank of California a pu la racheter, et donc là on revient un peu à la période de mai où on avait eu cette crise bancaire, etc. Powell nous dit que ça s'est calmé, que les earnings qui ont été postés cette semaine par le secteur bancaire semble montrer que le secteur bancaire était très fort en ce moment et qu'il a fait de bons profits ce trimestre-ci, et que en mai la situation était beaucoup plus compliquée que ça. Les salaires en excès d'inflation, ça j'en ai déjà parlé, donc ça va être une redite si jamais je vous redis un peu, puisqu'il a répondu à peu près la même chose. L'inflation globalement touche surtout les salaires les plus faibles, et ce qu'on veut protéger bien évidemment, c'est le salaire de la ménagère la plus faible. Le mois dernier... c'était un live meeting, donc ça c'est la question d'après. La personne lui dit le mois dernier c'était un meeting où vous nous aviez dit que ça serait un peu live. Pour le coup, le mois dernier avait été annoncé une pause, et le consensus ici était à 99%, et en fait c'était un meeting où un petit peu tout était prévu. Et là Powell explique que oui, c'est un processus, parfois on a des meetings qui sont plus sûrs que d'autres, et parfois on en a qui sont un peu moins que d'autres. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, excusez-moi, mais... Le quantitative tightening maintenant, c'est-à-dire la vente par la Banque fédérale tout simplement des actifs qu'elle a achetés pendant le Covid. Ici, elle est en train d'en vendre une bonne partie. Je sais pas si j'ai le bilan de la Fed là quelque part. Je crois que je l'ai quelque part. Je me demande si c'est pas ça. Les éliminations, ouais, ça doit être ça.
Donc, ici, effectivement, vous voyez qu'on est en quantitative technique depuis un certain temps. Là, on a eu effectivement là, un petit peu une petite réhausse. Je pense que c'était justement pendant tout ce qui était un petit peu crise bancaire, etc. Mais en tout cas, on a une Fed qui effectivement réduit sa balance sheet à peu près de 2 trillions ici. Enfin, en tout cas, oui, on passe de 800 milliards. Vous voyez qu'on est, on a quand même ici, on est loin des... Enfin, la Fed a doublé son bilan. Donc, ça va prendre énormément de temps de retourner tout simplement déjà sur la trend, hein, vous voyez que la trend elle est à peu près comme ça, de vraiment ici revenir à peu près au moins à 5,75, accepter cette hausse dans le temps. Ici c'est les tout débuts du quantitative tightening, on est en 2008, le quantitative easing avait été initié pendant la crise de 2000, je crois, par le Japon et la Thaïlande, c'était la crise asiatique à cette époque-là. Et en l'occurrence, 97 même, je crois. Et en l'occurrence, ils avaient inventé un peu cette technique qui correspondait à acheter sur leur propre marché, ce qui avant était totalement interdit, et bien des actions de leur propre pays, des actions et obligations dont personne ne veut, puisque en période de taux très faible, il y a des gens il y a un peu des obligations pourries dont personne ne veut, et que du coup, ils rachètent et qu'ils revendent. Concrètement ici, pourquoi j'en viens à ça ? Oui, parce que Powell dit, si jamais on arrive à battre l'inflation, que tout se met bien et tout, etc., d'une certaine manière, en général, vous faites plutôt du quantitative tightening, donc le fait de revendre vos obligations en période prospère. Et vous faites du quantitative easing en période qui n'est pas prospère. Et en l'occurrence, vous voyez ici qu'on est en train de faire du quantitative tightening dans une période tendue d'une certaine manière, sous-entendu, d'hyperinflation, ce qui normalement est pas tout à fait normal, quoi, voilà. En l'occurrence, ici, il dit qu'effectivement, dans un monde parfait où l'inflation se calme, il serait normal de continuer le quantitative tightening. C'est-à-dire que ça peut prendre le temps que ça prend, mais en gros, on essaiera de revenir à minima sur cette trend avec un bilan de la Fed autour des 6 trillions au maximum. Alors après, c'était encore une question sur le housing, donc le secteur de l'hébergement. On voit effectivement des crédits qui sont désormais à peu près à 7% sur 30 ans. Et on voit également, et donc là ils ont parlé effectivement du secteur du housing. J'avais beaucoup parlé également de ce secteur-là dans une vidéo dédiée. Je me rappelle plus quel était le nom, mais c'était par rapport aux gens qui arrivent à l'âge adulte, donc qui sont nés dans les années 90. Il y avait eu une explosion tout simplement dans les années 90 des naissances. On sait pas trop pourquoi, mais voilà. Et donc du coup on a des gens qui arrivent à 30 ans aujourd'hui, 33 ans, qui ont l'âge d'être primo-acquérants et d'acquérir un logement. Mais en même temps, avec la crise de 2008, on avait complètement arrêté tous les programmes de nouveaux logements. Donc on se retrouve effectivement en ce moment avec une démographie qui colle pas vraiment au nombre de maisons qui sont disponibles, principalement aux États-Unis, mais c'est aussi un petit peu le cas en France. Donc c'est pour ça que peut-être, même malgré des conditions extrêmement restrictives, finalement le housing ne corrige pas trop, et c'est plus ou moins ce que nous a dit et répondu Powell. Dernière question, je crois, oui. Justement sur les tensions sur le céréal et le pétrole. Et Powell nous dit, puisqu'on a potentiellement des prix qui vont augmenter, Powell nous dit que c'est un gros enjeu, ils suivent ça de près, mais que l'augmentation des prix, pour le moment en tout cas de ce qu'ils en ont vu, donc à la fois sur le pétrole et à la fois sur les céréales, un petit peu mondial, n'aura pas un impact sur le CPI des États-Unis. Ça aura probablement un impact sur les pays pauvres. On a vu aussi que la Russie a dit qu'elle allait suppléer, qu'elle allait produire pour si cet accord céréalier n'était pas respecté. D'une certaine manière, l'accord céréalier, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été prévues par l'OTAN, enfin par les Occidentaux, et qui n'ont pas été respectées, hein. Donc du coup, c'est un vrai souci, effectivement. Mais visiblement, les annonces qu'ont fait la Russie, déjà, ont calmé un petit peu, en tout cas le jour même, j'avais vu une assez grosse baisse des prix des céréales. Et puis, lui, il dit que pour le moment, on les voit pas enflammer le CPI, c'est-à-dire venir augmenter outre mesure, tout simplement cette inflation de demande, hein. Ici, vous comprenez que il s'agit de tout ce qui est un petit peu importé, tout ce sur quoi on n'a pas vraiment la main, tout ce sur quoi également le marché a tendance à pricer en général des reprises avant l'heure, c'est-à-dire que là, si jamais, comme le fait le marché des actions est un petit peu en train de pricer quelque part un soft landing, ou en tout cas il y a des possibilités de soft landing, et si le pétrole et la bouffe se mettent à faire ça également, comprenez qu'on risque de rester dans le territoire des 3-4% pendant un moment. Et je vous avais dessiné cette deuxième trend ici sur l'inflation, qui serait peut-être
peut-être la moins, puisque là, ça voudrait dire qu'on revient à 2% à peu près en septembre, et c'est quelque chose qui va être le dernier mile, hein, comme on appelle le dernier kilomètre, va être assez difficile à faire. Donc c'est vrai qu'effectivement, et d'autant plus que je ferai une vidéo dédiée, mais à mon avis, on va ici probablement avoir un CPI pour le mois de juillet qui sera très légèrement haussier. Donc peut-être que ça prendra un peu plus de temps que prévu, et je vous avais donné cette autre trend ici qui nous dirait plutôt qu'on serait au 2% en juin 2024. Donc vous voyez ici que vous avez la fenêtre de tir, hein, en gros, entre guillemets, celle où effectivement la Fed atteindra son objectif. Celle où elle descendra les taux sera probablement celle de un nouveau bull run entre guillemets sur le marché action et peut-être sur Bitcoin. En tout cas, quand il y aura la rate cut, en général, il y a une réponse assez franche du marché qui dit ah bah c'est cool, on va avoir de l'argent gratuit à nouveau, donc tout va bien. Mais là, vous avez à peu près la fenêtre pour un retour aux 2%. Est-ce que derrière, on a de la stagflation ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une réhausse de l'inflation? Est-ce que là, on remonte tout de suite, par exemple, au 4, etc. C'est quelque chose qu'on va suivre avec les CPI au mois le mois, les CPI qui sortent à peu près le 10 du mois de chaque mois. Voilà, c'était une vidéo un petit peu à part sur Bitcoin, mais Bitcoin est extrêmement dépendant tout simplement au taux d'intérêt, donc c'est extrêmement important de suivre tout simplement ce que nous dit la Fed. Et actuellement, on a une décorrélation du Bitcoin avec le marché action, mais c'est pas tellement ce qu'on veut regarder, c'est pas tellement la question. Ce qu'on veut regarder tout simplement, c'est plutôt avoir cette idée que tout simplement Bitcoin adore quand la liquidité est gratuite, parce qu'il y a énormément d'argent qui effectivement rentre dedans. Quand vous allez vous poser la question entre est-ce que j'achète à manger à mes enfants ou est-ce que j'achète du Bitcoin, comprenez bien que dans un territoire où vous avez du crédit gratuit, ou aux États-Unis par exemple, vous avez les cartes de débit et qu'elles ont des taux d'intérêt qui sont très faibles, à ce moment-là, vous allez peut-être vous dire qu'effectivement, il serait peut-être temps de rentrer un petit peu sur du Bitcoin. Voilà pour la vidéo du jour. Personnellement, je reste sur le scénario pour faire une conclusion, et bien que BTC pourrait éventuellement retoucher la borne haute ici de cette trend qui est celle-ci. Maintenant, si on essaye de la placer un petit peu mieux, de s'affranchir des mèches, etc., on peut aussi estimer que ça y est, ce mouvement est fini. Donc moi, personnellement, j'avais pris un petit trade là ici sur la journée. Personnellement, j'ai pris mon TP total ici. Ça veut pas dire qu'on peut pas pousser énormément plus, mais en tout cas moi ça me convenait. Ici vous avez aussi un niveau qui est intéressant puisque c'est le dernier pic, et là vous avez une délivrance assez forte du prix, donc le prix pourrait avoir envie de le combler entièrement, c'est-à-dire revenir retaper le prix du dernier pic. Vous voyez que ça concorderait pas mal, sous-entendu avec cette trend baissière qui est là, cette trend haussière qui est ici, et puis également ce niveau qui est juste là. On a là quelque chose qui pourrait attirer le prix vers les 29 653. Derrière, pour moi, on est potentiellement baissier, mais on va voir ce que nous dit bien évidemment la liquidité juste après ça. Je pense que c'est pas la peine de faire un tour sur la liquidité. Ici, 32 minutes, c'est déjà une vidéo assez longue. Pour moi, c'est important d'expliquer ce que dit Powell, ou en tout cas ce que moi j'en ai vu. Et voilà un petit peu l'idée de la journée. Comprenez bien que pour le moment en fait Powell a plutôt botté en touche, et qu'on est plutôt sur un Powell qui nous dit bon, on augmente, on sait même pas exactement pourquoi, parce que en fait il a été incapable de donner une réelle raison à ça, pourquoi augmenter alors qu'effectivement il y a des bons résultats, etc. Il dit on voulait passer vraiment en territoire restrictif, et à mon avis vraiment c'est plutôt cette idée que le core CPI doit corriger plus. Pour eux c'est ce qui, et ils veulent vraiment aussi également que le marché du travail se calme, puisqu'on a des taux effectivement de plein emploi d'une certaine manière aux États-Unis qui sont assez impressionnants. Il y avait un meeting où ils nous avaient dit qu'ils allaient accepter on était sur du 4,39, je l'avais noté ici d'ailleurs. Que 4,39 c'était tout à fait acceptable pour eux, donc il faudra vraiment bien suivre, je pense, le fait qu'on casse cette borne ici des 3,7, et que effectivement à un moment donné on prenne un petit peu de chômage, l'histoire de libérer un peu, on va dire, les forces sociales. C'est triste de se dire que effectivement, dans une période où théoriquement on est au plein emploi, on n'arrive pas tout simplement à trouver d'autres solutions que de finalement augmenter le chômage pour pouvoir relancer d'une certaine manière l'économie avec de l'argent fraîchement imprimé, mais c'est comme ça, le monde est fait comme ça aujourd'hui, et d'une certaine manière c'est comme ça qu'on doit fonctionner également. Donc il y a une forme de tristesse à voir que la sphère économique est complètement déconnectée de la sphère monétaire, mais pour ça il y a des solutions, notamment empêcher l'État de pouvoir battre monnaie, et ça s'appelle tout simplement, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de meilleure solution que soit l'or, soit le Bitcoin.
L'étalon or a été perdu, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus aussi, et à ce moment-là, on libère complètement, on déchaîne littéralement cette incorrélation entre la sphère monétaire, encore une fois, et la sphère économique. Et là, on voit tout simplement une économie qui veut une récession pour pouvoir tout simplement relancer un marché action qui n'avance pas. Et on voit finalement des earnings qui prennent de moins en moins d'importance et des meetings de la Fed qui en prennent de plus en plus. Donc il y a une forme de tristesse à tout ça. Dites-vous bien également qu'à un moment donné, il y aura que 21 millions de bitcoins, etc. Donc cette narration de l'inflation, Bitcoin va s'en libérer. Si jamais à un moment donné, vous m'aviez dit on va monter à 10% d'inflation, je vous aurais tout de suite dit achète du Bitcoin. Si vous m'aviez dit il va y avoir une pandémie mondiale, etc., et que vous m'aviez dit les pays vont se fermer les uns les autres et il va y avoir l'émergence d'un monde multipolaire, etc., avec potentiellement plusieurs années de politique restrictive et ce genre de choses, je vous aurais dit également achète du Bitcoin. Donc voilà, écoutez, on est là-dedans et il faut faire avec. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui nous permet de converser de choses et d'autres, et j'ai aucune idée de quelle est la question que je vais poser aujourd'hui. Alors, la question que je vais poser aujourd'hui, j'ai rien en tête, là, je vais vous trouver un truc à la con, mais j'y ai pas du tout pensé. Oui, alors, est-ce que... Allez, admettons que vous deviez emporter avec vous une seule photo d'une seule personne. Vous n'avez pas le droit à plusieurs personnes sur cette photo. Quelle serait cette personne? C'est marrant, ou pas marrant, comme vous voulez. Mais ça va être la question à la con du jour. Je n'ai que ça sous la main. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, ça sera le GDP, n'oubliez pas. Donc du coup, ça sera à je sais plus quelle heure. 8h30, donc ça doit faire 14h30 chez nous, si je me trompe pas, plus 6h, oui c'est ça. 14h30 chez nous, on aura le rapport du GDP. Le Advance Report, ça veut dire que c'est avec des chiffres qui sont un petit peu one again. Pour le moment, après il y a une révision et il y a tout ce qu'il faut, etc. Mais demain, en tout cas, on saura par rapport au quarter 2, donc de avril-mai-juin, comment était la croissance aux États-Unis, tout simplement. Donc, indicateur de récession, là aussi important, et bien évidemment, extrêmement important de voir que, vous voyez que le dernier était à 2%, donc sur le quarter 1, le premier trimestre, on avait déjà 2% de croissance aux États-Unis. Un bon rapport serait plutôt un indicateur de soft landing, un mauvais rapport serait plutôt un indicateur de récession, mais en soi, mis en avant avec le Q1, vous voyez qu'on pourrait être dans une année où si déjà on fait 2% de croissance au total sur l'année, ça serait pas mal. Là, comprenez bien qu'on a une croissance qui est peut-être un petit peu trop importante, voire les États-Unis avec 8% de croissance peut potentiellement se dire qu'effectivement on est dans une économie qui est en totale surchauffe. Donc c'est un petit peu à double tranchant ce rapport. En tout cas, j'ai pas regardé d'ailleurs les consensus, on va la regarder ensemble, hein, on va faire une vidéo complète. On a un consensus qui est à 1,8% pour ce trimestre-là. Donc, ce qui est dans les prix, c'est probablement une inflation à 1,8. Je pense qu'on sera très légèrement en dessous. Après, on a vu, vous le voyez, des job claims. Donc ça, ce sera pour... ça, c'est pour demain aussi, Thursday 27, ouais, c'est ça. On aura aussi des job claims demain, apparemment. Je l'avais pas vu. Non, pour moi, oui. Alors oui, on aura les job claims de la semaine, oui, d'accord. C'est la news hebdomadaire du jeudi, où effectivement on était à 228, et là donc on aura demain quand même des infos à la fois sur le chômage et à la fois sur le chômage de la semaine, hein. Ça sera c'est vraiment quelque chose à prendre d'une manière un peu tranquille, c'est pas une info majeure. Vous voyez ici que la dernière fois on avait eu donc les demandes d'emploi aux États-Unis, les gens qui s'inscrivent tout simplement aux minimaux sociaux avaient été en baisse avec un previews qui était à 228K, donc ça c'était le dernier, et là on a un consensus pour une légère hausse avec 7000 demandes d'emploi de plus et un forecast de la part de Trading Economics qui serait à 231K. Le fait d'avoir beaucoup de jobless claims serait plutôt une bonne chose. Maintenant, encore une fois, ce rapport du jeudi n'est pas un rapport mensuel, donc c'est un rapport qui a quand même un petit peu moins, sauf s'il y a vraiment surprise, un petit peu moins d'importance. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain
pour une nouvelle vidéo, probablement juste après 14h30, une fois qu'on aura eu tout simplement les résultats eh bien de ce qu'il va se passer demain. Et vendredi, on aura des chiffres sur l'inflation également. Donc probablement demain, la vidéo sortira vers 3h30, quelque chose comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.